copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe de cascadeurs de la critique ciné. Ils n'hésitent pas à descendre les films qu'ils n'aiment pas à leurs risques et périls. J'ai le plaisir de retrouver Rafik. Salut Clémence. Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, notre réalisateur tout-terrain. Bonjour Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. On remercie tous nos soutiens, car oui, cet épisode de Sale Temps pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous, donc n'attendez plus. Pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Il y a 20 ans, ils nous faisaient déjà rire avec leurs cascades aussi délirantes que douloureuses et leurs sketchs d'un goût irréprochable. Aujourd'hui, le crew Jackass revient pour un quatrième film qui affiche la couleur d'entrée de jeu. Ils ont peut-être pris un coup de vieux physiquement, mais pour la maturité, on repassera. Et c'est tant mieux. Toujours aussi trash, toujours aussi allumé, comme les précédents, ce nouvel opus est signé Jeff Tremen. Côté casting, on prend les mêmes et on recommence. Mis à part le regretté Ryan Dunn, décédé en 2011, l'équipe d'origine est au rendez-vous. Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius et tous les autres, sauf Bam Margera, viré du tournage en cours de route pour une histoire d'alcool et de drogue. Est-ce que ça étonne quelqu'un, hein ? Mais une nouveauté à souligner, le crew originel est complété par de nouveaux venus et quelques guest stars comme par exemple Eric André. Sorti le 4 février aux États-Unis, le nouvel opus fait un carton, il détrône Spider-Man No Way Home et restera 7 semaines au box-office américain. Aujourd'hui, il totalise 79 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France, il est disponible en VOD depuis le 1er avril et en DVD et Blu-ray depuis le 6. Gros succès donc auprès du public. Mais vous, c'est quoi votre météo ? Je commence, vas-y, Clémence. Julien, vas-y. Je suis poli. Une petite pluie fine glaçante qui réveille les rhumatismes, tu vois. Rafik. Une petite pluie de sperme de cochon pour ceux que ça intéresse éventuellement. Mais des parapluies quand même. Stéphane. Un crépuscule qui n'en finit pas. Eh ben, c'est réjouissant tout ça. Hein. Rafik, tu mentionnais cette pluie de sperme de cochon. Oui, parce que on spoil, hein. On est d'accord. Ça, on y a rien à spoil, spoiler. Si, Hein. on spoil. Ça va être terrible hein, pour ceux Après, il n'y a pas vraiment d'arc narratif. Qui suivent un peu le récit, mais il y a effectivement du sperme de cochon en masse, puisqu'apparemment, moi j'ai découvert à cette occasion que c'était un animal qui en fournissait beaucoup. Mais qui donne un peu une idée du niveau où on se situe, et ça depuis le début. J'ai l'impression que finalement le côté caca-prout était peut-être moins prégnant dans le premier qu'au fil de la série, parce que voilà, de réaliser qu'au bout du compte, c'est toujours de ce côté-là que ça fait le plus marrer. Donc je confirme. Non, mais pas sur celui-là, mais je confirme. Ouais. Et sinon, avant qu'on s'engage dans ce tunnel critique, j'aimerais quand même souligner, pour ceux qui ne nous voient pas, mais seulement nous entendent, qu'on est assis devant une pile d'ouvrages de cinéma et qu'on est en train de chroniquer Jackass. Et donc, ça met d'emblée en place l'échec critique, parce que comment on parle d'un film comme Jackass quand on a la prétention de faire un
peu notre métier de critique en fait, quoi. Comment on approche cet objet-là, parce que je vois que effectivement Julien était déjà d'emblée un peu gonflé à l'idée de faire ce podcast, et je le comprends parce que il y a un côté, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? Oui, voilà, c'est pas gonflé, effectivement. C'est vrai que tu te retrouves un petit peu dému, mais spécialement sur celui-là, moi je pense qu'il y a des choses à raconter en tant que critique de cinéma sur le positionnement de ces films qui ont été, enfin même de cette série. Hein. Il y a Spike Jonze qui était dans la boucle. Moi, c'est un cinéaste pour qui j'ai beaucoup de respect. Spike Jonze, par exemple, j'adore Her, j'aime beaucoup son adaptation de cascade vocale. Vous avez entendu ça un peu, et sans casque. Et de Max et le Maxi Monstre, par exemple, tu vois, il y a voilà, mais je me moquais beaucoup de toi à l'époque où tu défendais Human Nature. Mais ça, c'est Michel Gondry. Mais je les confonds tous les deux. Mais tu devrais voir Her si tu l'as pas vu. C'est un vrai beau film de cinéma. C'est vraiment formidable. Je les assimile vraiment. Mais tu devrais pas. Tu devrais regarder Her. Et je pense que c'est lui, pour le coup, il y a quand même un projet là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un. Mais je t'ai coupé du coup dans ton élan. Non, c'est moi qui t'ai coupé, Julien. Non, j'y vais. Ouais. Mais les gars, arrêtez de vous sucer la bite et on y va là maintenant. C'est bon. C'est pas une question de lui faire des courbettes, hein, Rafik. C'est juste une question de voilà, s'il était en train de développer un propos, je veux pas le couper là-dedans. Bref, et je pense que donc il y avait une réflexion là-dessus sur le. C'est un érudit, hein, Spike Jonze. Hein. Il y a un super making-of sur Max et Maxi Monstre où justement, lui, c'est le film où il a eu plein d'argent, en fait. Et du coup, il avait initié tout un tas de trucs autour du film, et notamment ce making-of qui n'est jamais sorti en France, mais auquel il a activement participé. Et quand tu le lis, tu te rends compte que derrière ces atours, c'est aussi une posture hein, qui se donne. Hein. C'est un mondain, hein, faut pas se leurrer, mais il se donne des allures comme ça de grand dadé, un peu mal phagocyté et tout. Mais tu vois que c'est un érudit. Et je pense qu'il y avait une réflexion sur quelle est la place aujourd'hui, par exemple, du slapstick. Mais le slapstick des origines, quoi. C'est vraiment dans les années 20, quand il n'y avait pas de syndicats, quand il n'y avait rien qui protégeait pas les mecs, et que quand les cascadeurs dans les westerns muets, ils sautaient du 2e étage pour atterrir directement sur le cheval, et ils se faisaient vraiment mal à l'entrejambe pour de vrai. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça. Je pense pas que ça soit que Spike Jonze. Non, probablement pas. Et Johnny Knoxville vient de là aussi. Je veux dire, il a été doubleur notamment de Keanu Reeves, hein, donc il était cascadeur. Voilà. Donc je pense qu'il y avait effectivement toute une réflexion là-dessus, quoi. Mais qui était fragile, qui était ténue. Je pense c'était pas pour ça que j'aimais bien Jackass, moi. Hein. J'ai jamais été un fan hardcore, moi. Personne n'a jamais aimé Jackass pour ça, mais le fait est que lorsque le premier mais ça donne de la substance, ça donne du corps, je pense, tu vois, Raph. Moi, je replace le contexte. On était à la Projo avec Stéphane. Non, moi je l'ai pas vu en Projo. Alors non, tu l'as vu avec Arnaud. Je l'ai vu avec Arnaud, d'accord. Et effectivement, ce qui était déjà à l'époque un peu étrange, c'était d'assister à une projection de presse avec des gens, entre guillemets, en train de travailler sérieusement, et de se taper ce truc. Gonzo, de se dire, mais on n'est pas au bon endroit, en fait. Et le fait même qu'une série comme ça... qu'une série télé... de déconne et de caméra cachée ait pu devenir un film de cinéma, c'était déjà un signal fort quelque part de quelque chose qui était en train de se mouvoir, de passer, parce que ce sont des images qui attirent, ce sont des images qu'on regarde, c'est des images qui font marrer, c'est des trucs sur lesquels on revient. La suite leur a d'une certaine façon donné raison avec le développement du net et de toutes les vidéos t'avais déjà Vidéogag avant. Ouais, mais c'est pas pareil. En fait, je pense que justement, vous touchez beaucoup de choses du doigt qui sont vachement intéressantes, parce que en fait, pour moi, dont toi tu l'as vu en salle, mais tu l'as vu en projo de presse, on sait très bien que même pour les comédies en projo de presse, il faut que les mecs se brûlent en fait pour rigoler, quoi. Donc le truc, c'est que moi, en fait, Jackass, les 3 films, en tout cas les 3 premiers films, là celui-là il sort directement en vidéo, on l'a vu comme ça. Je les ai vus en salle. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais je les ai vus en salle avec du public. C'est-à-dire, le premier, je l'ai vu en Espagne, parce que j'étais à l'été où il est sorti, j'étais en Espagne. Donc, je l'ai vu en Espagne avec un public. Le deuxième, en fait, j'ai organisé mon voyage autour de la sortie de Jackass 2 pour pouvoir être sûr d'aller le voir le soir. Parce que, pourquoi je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis marré comme une baleine, en fait, quand j'ai vu le premier, mais vraiment.
avec un public, on était vraiment mort de rire. Ça fait partie de mes séances en fait ultra mémorables, voilà, d'un pur plaisir de spectateur, de comédie con, stupide, etc., etc. Et donc le deuxième, en fait, je m'étais dit, je vais organiser ça parce que je veux le voir à Times Square avec le public qui va voir ce genre de film, parce que c'est des cartons aux États-Unis, effectivement. Et le 3, bon, bah, je l'ai vu ici parce qu'il est sorti, parce que c'était en 3D, quoi. Mais indépendamment de ça, donc indépendamment du fait que, bon, bah voilà, tout simplement, c'est sur comment t'appelles ça, sur le cerveau reptilien, bah ça fonctionne, tu vois, ok, je veux dire, tu caca, on tape sur les couilles, tout ça, etc., etc., on met des grosses mains géantes pour taper sur les gens, et les gens rigolent, en fait, si tu veux, dans la salle. Ça, c'est le premier truc. Mais le deuxième truc, c'est que vous avez pointé beaucoup de choses, en fait, super intéressantes, et qui, moi, je pense, se rejoignent, en fait, dans l'idée de parler du cinéma, justement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, en fait, Jackass, si ce n'est que, pour reprendre ce que disait Julien, du Buster Keaton, en fait, appliqué à la télé-réalité. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, qui déteste la télé-réalité, hein, qui déteste ce principe-là, qui déteste, en fait, l'idée même d'essayer d'attraper en fait des trucs au vol, en fait, quand c'est bon, là je prends les ancêtres du truc, hein, mais Love Story, les machins, les trucs comme ça, tu vois, voir un truc comme Jackass qui, si tu veux, enfin, affiche la couleur avec son titre, hein, le film, la série s'appelle Jackass, c'est-à-dire quand les gens te disent mais c'est complètement con ce truc, tu fais bah oui, c'est sur le titre. Ça veut dire crétin. Donc en fait, si tu veux, tu peux pas le louper. Et la compagnie de production s'appelle Dick House. Voilà, et voir des gens en fait, si tu veux, être complètement, soit en fait rejeter un truc comme ça, soit comment dire, ne pas arriver justement à comprendre en fait qu'est-ce que ça peut apporter. Pour moi, c'est le symptôme même d'un truc qui était totalement contre-culturel au moment où il est sorti, et surtout dans le cadre en fait, si tu veux, de là où ça a été diffusé, c'est-à-dire en premier lieu MTV. MTV, on l'oublie aujourd'hui, et en fait on a beaucoup tapé sur le syndrome MTV et tout ce que tu veux, etc., etc. Mais c'était en fait une chaîne contre-culturelle à la base, en fait, dans les années 80, dans les années, bon, un peu moins dans les années 90 et tout, mais en fait c'est de là que sortent des trucs comme Beavis et Butthead, c'est de là que sortent en fait des clips, en fait, si tu veux, des nouvelles images, etc., etc., des cinéastes en fait qui ont fait leur formation sur ce genre de trucs. On en pense qu'on veut de ces trucs là, on peut décider que ça n'a pas resté dans l'histoire du cinéma, on peut décider que ce n'est que du produit de son temps, on peut décider de tout ça, et d'ailleurs en fait on va se retrouver à en parler avec Jackass Forever, hein. Ça va être comment dire, c'est là où c'est douloureux, hein, de voir ce film là pour moi aujourd'hui, quoi. C'est que justement en fait c'était pour moi le dernier représentant, et qui plus est dans la logique de télé-réalité, si tu veux, d'une contre-culture. Et d'une contre-culture qui, à l'époque où il est sorti, n'était comprise que par les gens qui pouvaient éventuellement accepter ce type de contre-culture, les gosses qui jouaient à Tony Hawk sur PlayStation, ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire, et c'est pas pour rien qu'il y ait Tony Hawk d'ailleurs qui apparaît, qui se fait justement foutrer sur la gueule par un monstre géant, quoi, tu vois, dans celui-là, quoi. Mais donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, ce qui est problématique avec celui-là, justement, c'est qu'on n'est plus du tout dans la contre-culture, parce que comme l'a dit Rafik, en fait, ces images-là, en fait, on n'avait pas l'habitude de les voir. On voyait à la télé dans un truc spécifique, mais on avait, indépendamment de Vidéogag et tout, de ce dont parle Julien, on n'avait pas l'habitude de les voir parce qu'aujourd'hui, qui était très propre. Faut le rappeler, Vidéogag c'était propre. C'est-à-dire, c'était des gamelles, oui. Alors que Jackass a commencé direct par des tapages de couilles. Donc voilà. Et alors que là, en fait, si tu veux, bah, effectivement, ça a donné le là. Quelque part, et ça tu peux pas leur enlever en fait, ce truc là, quoi, même par défaut, en fait, avec le recul, quoi, ça a donné le là avec toutes les conneries qu'on voit sur internet, avec des mecs qui se filment en train de faire les cons, en fait, en train de sauter dans les trucs. C'était les youtubeurs avant YouTube, finalement. Oui, très clairement, oui. C'est la logique, c'est ce que j'essaye de dire, et surtout à plus forte raison aujourd'hui avec les réseaux sociaux, si tu veux, où ça a été développé. Ce qui était intéressant avec Jackass pour les films en tout cas, c'est que les films datent de 2002, 2006 et 2010, tu vois. Ouais. Les réseaux sociaux n'étaient pas encore totalement là, ils étaient pas aussi développés, et toutes ces images là elles circulaient pas aussi vite en fait que c'est le cas aujourd'hui, ce qui fait que pour moi Jackass Forever est hyper caduque aujourd'hui à cause de ça. Ça c'est le premier point. Et il arrive 10 ans après Jackass 3D qui était le et qui était déjà un film crépusculaire qui voulait dire on arrête là maintenant parce qu'on est trop vieux, tu vois. Donc là t'as envie de dire bah c'était déjà un peu le cas à l'époque, hein, faut être honnête, tu vois. Sachant que pour rappel juste, la série elle a duré 3 saisons de 2000 à 2002. Voilà. Et du coup bah le truc avec Jackass Forever c'est que tu vois les gars tirer à la ligne, effectivement aller chercher d'autres jeunes en fait pour essayer de voilà. T'as Stivo qui sort la tête de son cul parce que en toute honnêteté ce mec là il a vécu en fait la tête dans la chenouf pendant des années, il le dit, hein, et je pense que c'est aussi lui et Johnny Knoxville, c'est aussi les raisons pour lesquelles les mecs ils arrivaient à faire des cascades complètement improbables et plus ou moins se relever, tenir et repartir pour la suivante, quoi. Et là tu vois bien que bah il y a plus ça, tu vois. Alors c'est pas tant mieux pour eux, hein, j'ai envie de dire, mais du coup en fait en termes de spectacle pur,
bah on perd énormément. Mais à la limite, enfin, je veux dire, je comprends. Hein, c'est juste que c'est ça qui rend le truc triste, on va dire, par rapport à ce qu'on connaissait en tant que Jackass en tant qu'entité, si tu veux. Et le deuxième truc en fait qui est problématique là-dedans, c'est que bah en fait eux ils ont du charisme. Knoxville, comment dire, Steve-O. Pontus, tu vois, Steve-O, comment dire, même Bargera enfin Bargera et comment il s'appelait, Ryan Dunn, c'était des personnages qui avaient du charisme. Ça veut dire que quand ils allaient faire une connerie et qu'ils la soutenaient devant des gens, en fait, ça fonctionnait, quoi. Tu vois, là, les jeunes, bah, ils sont pas imposés forcément, ils ont pas eu le temps de se mettre en place, mais tu vois, moi, je les trouve un peu fades, quoi. Je les trouve un peu. Puis ils sont aussi dans une posture de on est avec nos idoles, on les regardait quand on était jeunes, donc. Et puis c'est pas travaillé, ça. Ouais. Moi, en fait, j'ai un problème de contradiction dans le film, c'est-à-dire que je pense, et ça fonctionne avec le caractère contre-culturel de Jackass à la base dont parlait Stéphane. Il y avait aussi un truc, et puis ça participe aussi de ce que disait Rafik sur cette comment dire, de dérégularisation totale de ce qu'on peut entendre par produit audiovisuel acceptable ou de facile cinéma, à ça ou sortait même en salle. oui, ou cinéma a fortiori, mais même à la télé, hein, tu vois, quelque part. Je me souviens la première fois que j'ai vu ça, mais ça sort 12 trucs, et y compris dans le cadre de MTV d'ailleurs. Mais c'est que il y avait un côté dans cette volonté de casser les règles et de faire du nawak assumé. Il y avait un côté anard en fait là-dedans et assez inattendu. Et là, c'est pas du tout le cas en fait. C'est-à-dire que le film ne m'a jamais surpris. Mais je vois là-dedans en fait il y a deux choses. C'est que je trouve qu'il y a très peu d'idées, mais vraiment très peu, quoi. Moi, j'ai une vraie lassitude en voyant le film. Au bout de 5 scènes où les mecs ils se font mordre ou piquer par un bestiau ou un insecte, j'en avais ras-le-bol, quoi. C'était toujours, j'ai l'impression qu'on faisait tout le temps la même blague, quoi. Et en plus, il y a beaucoup de redites avec des... Et moi, je suis pas un spécialiste, j'ai vraiment pas tout vu, mais malgré ça, il y a plein de redites, il y a plein de trucs que tu les as déjà vus faire auparavant, et tu te dis, mais... je veux dire, à Jackass, ça te surprenait tout le temps. Il y avait une générosité quelque part dans l'idée. Et du coup, en fait, il y a un truc qui est aussi trop... comment dire qui est emprunté, en fait, là-dedans. C'est marrant parce que juste avant l'enregistrement, là, quand on testait les micros, Rafik, il dit oui, la séquence de générique qui est donc une parodie de KUG Égal avec à la place d'un KUG Égal un sgag en fait qui est animé comme une marionnette à tige. C'est la bite de Chris Pontius, voilà, qui est maquillé en semi-Godzilla. En semi-Godzilla. Et quand j'ai vu ça, en fait, je devrais être client, moi, de ça. Et puis ça devrait me faire rigoler. Et non, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus bateau maintenant, aujourd'hui, en fait, que de se référer au KUG Égal, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, t'as l'impression que tu l'as vu partout dans n'importe quel DreamWorks. À un moment, il y a une référence avec un gamin dans sa chambre qui va faire une référence à Godzilla, quoi, en fait. Oui, mais en même temps, ils font cette référence parce qu'elle est connue et acceptée par tout le monde comme étant une image de cinéma. Moi, je reviens en fait à cette question-là parce que pour le coup, le film me semble avoir très conscience de ce qu'il est, peut-être beaucoup plus que le premier, par exemple. Oui, mais ça fait partie du côté emprunté dont je parlais. Hein, oui, je comprends. Mais juste, je veux corriger un truc par rapport au slapstick que vous avez cité tous les deux. Le slapstick, c'était effectivement des mecs qui se cassaient la gueule de façon spectaculaire, mais qui, à partir de cette chute dont on savait qu'elle faisait rire les gens, ont commencé à construire quelque chose. En fait, on a commencé à construire du cinéma par-dessus ces gamelles. Moi, je parlais vraiment du slapstick des débuts, hein. Oui, c'est ça, ouais. Mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Buster Keaton, c'est quand même le début d'une... C'est pour ça que je dis que c'est appliqué à la télé-réalité. Alors que quand le premier Jackass sort, moi, le choc que j'ai, justement, par rapport à ce que j'ai raconté en projection de presse, c'est que tout d'un coup, tout ce cinéma qui s'est construit pendant un siècle, on fout tout ça à la poubelle. C'est régressif, littéralement. Et on revient directement à la fête foraine d'avant, en fait, hein, avec des personnages qui sont caractéristiques des troupes de cirque. Je veux dire, on a Johnny Knoxville en Monsieur Loyal, on a Weeman le nain, on a Preston Lacey qui est le type obèse qui se prend des boulets de canon dans le ventre. Enfin, je veux dire, on retrouve exactement... C'est des freaks aussi à leur manière. Exactement. Et d'ailleurs, Steve-O, c'est littéralement, basiquement, le geek, hein, c'est-à-dire celui qui bouffe n'importe quoi, qui se...
qui se fait bouffer la bite par n'importe qui, etc. Mais je sais même pas si eux-mêmes avaient forcément conscience à l'époque qu'ils étaient en train de reproduire ce truc originel, on va dire, hein, de la préhistoire du cinéma. Alors que là, dans cette séquence d'ouverture, pour moi, c'est genre, on a compris qu'on était ça en fait, que notre place n'a jamais été sur un grand écran et pourtant on y est. Et d'ailleurs, dans cette scène où la bite Godzilla attaque la ville, on a deux des protagonistes qui nous sont présentés à la devanture d'une salle de cinéma en train de poser le titre de Jackass auquel il manque encore une lettre et ils se font exploser tous les deux. Donc il y a vraiment une grosse prise de conscience de qu'est-ce que Jackass représente dans la catégorie. Je crois que cinéma. cette scène elle est due à Spike Jonze, hein, il me semble. Hein. C'est lui qui l'a réalisé. Oui. Voilà. Donc, mais le truc c'est que en fait si tu veux il y a aussi ce truc avec les films Jackass contrairement à la série quoi, qui est que en fait comme ils ont plus de budget parce que ça sort en salle, donc en fait il y a plus de façons de déployer l'équipe en fait un peu partout dans le monde. Ce qui était que tu te retrouvais dans le premier, ils allaient au Japon et t'avais Party Boy, enfin Chris Pontius qui faisait le con avec des pandas etc dans la rue, qui allait devant des comment dire des petites vieilles citoyennes japonaises en fait et il remuait le service 3 pièces devant eux, tu vois, etc. Et en fait t'avais tout un tas de trucs comme ça où il se perdait en fait, et en fait toute cette énergie là si tu veux c'était on va là-bas, on fait les cons, on repart, tu vois, et en fait si tu veux ça servait le truc quoi, tu vois. Là ici c'est fait en temps de Covid. Donc en fait, là, moi je rejoins totalement Julien sur l'inventivité du film, c'est-à-dire le manque d'inventivité du film, c'est-à-dire que en gros, moi Julien il pointe du doigt les animaux enfin les serpents, les tarentules, tout ça. Mais moi au bout de la 350e burne qui se fait éclater, tu vois, je me disais bon, les premières elles m'ont fait marrer, hein, ça fait toujours rigoler, mais le truc si tu veux c'est qu'au bout de la 350e je me disais bon, on a compris les gars, c'est bon, vous tu vois, et moi j'étais mort de rire quand il faisait ça dans le premier, hein. Il y a ce moment complètement aberrant, c'est totalement con, hein, mais ce truc où ils prennent les appareils musculatoires là, tu sais, les trucs pour faire de la muscu assis là, tu vois, les petits appareils musculatoires où tu te les colles sur les muscles pour faire des comment dire pour avoir des petits jets, des petites contractions comme ça sur tes muscles, là, ils se le mettent sur le trou de balle, et en fait, si tu veux, ça y est, il s'explose, quoi, tu vois. Tu te dis, mais il faut être complètement débile à la fois pour faire ça, et en même temps, les mecs testent des choses qu'en fait, peut-être, toi, tu testerais si t'étais avec tes potes en train de faire le con en te bourrant la gueule, toi. Note qu'on n'a jamais fait ça entre nous, hein, n'est-ce pas, messieurs, tu vois. Mais faut le dire, parce qu'on sait jamais, tu vois, une rumeur est vite lancée. Vous ne savez pas tout. Voilà, vous ne savez pas tout, mais quand même, malgré tout, on reste sobre. Mais voilà, c'est des trucs, c'était ça aussi qui était fun, en fait, si tu veux. C'est que, et là, du coup, tu te dis, bon, tu vois, il revient dans l'intervalle en fait de Jackass 3 et de celui-là, ils ont créé ce personnage là de Bad Grandpa qui est Johnny Knoxville qui se déguise en petit vieux et qui va foutre un peu le bordel, et c'est plus à la Borat, on va dire, c'est-à-dire c'est mi-fiction, comment dire, mi-caméra cachée. Ouais, mi-caméra cachée. Ouais. Et là, ils le refont, et c'est, enfin, je veux dire, le prank, en fait, le truc qu'ils mettent en place, l'espèce de comment dire, de caméra cachée qu'ils mettent en place, c'est super basique, en fait. Ils l'ont fait 300 fois dans le Bad Grandpa, quoi. Alors, tu fais super bien de citer Borat. Moi, ça me fait beaucoup penser quand vous dites, à l'époque où les premiers Jackass sont sortis, il n'y avait pas encore beaucoup de réseaux sociaux. YouTube n'était pas encore lancé. Et Borat, c'était la même chose. Et quand on l'a chroniqué l'année dernière, c'est ce qu'on disait. On disait, ça n'invente plus grand-chose, parce que finalement, depuis, YouTube nous a montré tellement de choses beaucoup plus trash qu'on s'est un peu habitué, on est blasé. Et est-ce que là, c'est pas un peu le même effet ? Non, je pense pas que ce soit une question de blasé. Je pense que le problème, il vient d'eux, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question de quelle est la pertinence, pourquoi faire ce film-là maintenant avec ces personnages-là. Et le truc, c'est que moi, la vieillesse à laquelle je faisais référence dans ma météo au début n'est pas tant que ça lié finalement à la vieillesse des personnages. C'est lié à la vieillesse du concept et à leur vieillesse créative vis-à-vis du concept et à la façon qu'ils ont d'appréhender ça. Moi, il y a un autre truc aussi, c'est que il y a eu beaucoup d'histoires autour des Jackass, autour du groupe et tout. Il y a eu des dissensions, il y a eu des machins et tout qui sont passés. Il y a eu cette mort dramatique. Et en fait, moi, j'ai pas pu... Je sais pas, il y a quelque part, ça se sent là-dedans. Je trouve que le rire de Johnny Knoxville quand ils font des conneries n'a jamais sonné aussi faux que dans ce film-là. C'était un peu le cas, hein, déjà. Tu sentais que le mec se forçait et tout. Mais alors là-dedans, quand il rigole, mais alors ça sonne faux, c'est horrible. Et finalement, j'ai même eu... Ça va au-delà de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai eu
plusieurs fois l'impression qu'ils étaient là parce qu'il fallait manger, quoi. Qu'ils n'avaient pas trop de boulot peut-être à côté, que les carrières étaient un peu en berne à gauche à droite, que le temps de la gloire était un peu passé, était en tout cas un peu fané, et que les mecs étaient là vraiment pour... Et mine de rien, je pense que le fait... Ça, je veux dire, Jackass, il y a un truc aussi, c'est que les mecs trichent beaucoup plus que ce que l'on peut penser, hein. Mais par contre, il y avait une authenticité, notamment, je pense qu'il y avait quand même une authenticité sur le groupe, en fait, et sur la liaison entre le groupe. Quand bien même il y avait des tensions et tout, mais il y avait dans cette énergie et comment dire, la quantité qu'ils ont fourni pendant leur grande période, qui fait que je pense qu'il y avait un truc qui les liait pour de vrai, en fait, ces mecs-là. Et là, moi, j'ai eu l'impression de voir une fête de vieux cinquantenaires, en fait, qui se retrouvent après le lycée. Et tu te rends compte que du temps a passé et que t'as plus même les mêmes centres d'intérêt, tu vois ce genre de malaise en fait que t'as là. Alors, c'est pas cette situation-là évidemment, hein, j'utilise ça comme une métaphore, mais il y a un truc comme ça, hein, si tu veux aussi. Si je trouve qu'il y a un truc entre eux, ça, je sais pas, ça marche pas quoi. Bah, la question de pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, alors qu'ils ont dit hein, après le décès de Ryan Dunn qu'ils ne referaient pas d'autres films. On le sait, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 36 000 raisons, quoi. Alors après, eux, ils peuvent amener d'autres trucs. Je pense qu'il y a des fans, et peut-être qu'on en aura dans le répondeur qui nous expliqueront que c'est pas le cas, et que finalement, c'est la passion et la volonté de retrouver le truc. Ou alors, la volonté de fournir un vrai grand barreau d'honneur, ce qui est censé être le film, hein. Mais ce qui était censé être le 3, hein. Mais oui, effectivement, ce qui était déjà censé être le 3, donc... mais moi, c'est difficile à croire, en fait. Ouais, la problématique, en fait, je pense, c'est que, bon, déjà, le cœur y est plus, la mort de Ryan Dunn, c'est une chose, voilà, le fait que Bam Margera soit pas là, c'en est une autre. C'est même au-delà de ça, hein. Margera, ils ont carrément des restraining orders, là, Il est en procès contre eux, là, enfin, il les attaque. Tu sais, quand la justice... Oui, interdiction d'approcher. Voilà, du producteur, de sa famille, de ses enfants, enfin, il aura vraiment... Steve, non, il y a eu des problèmes avec lui, non, il a pas voulu revenir pour ce film-là. C'est un alcoolo, voilà, en fait, il a fait ses sous-Jackass, là, je sais plus comment ça s'appelait, Nitro quelque chose, Nitro Circus, je crois, un truc comme ça. Et sur Instagram, en fait, quand... lui, il avait son émission à lui, à la base, à l'époque, le Viva la Bam. Hein. Il s'est mis à cracher sur l'équipe assez régulièrement, il a viré ses vidéos ensuite, quoi, et il demandait aux gens de le financer pour qu'il puisse faire un Jackass à lui qui leur ferait concurrence et tout, mais apparemment, ça a été plus loin, jusqu'à des menaces. Et donc il y a des procès en pagaille autour de lui et de l'équipe du film. Donc évidemment ça témoigne pas d'une ambiance idéale. Et ce que dit Julien par rapport au rire de Johnny Knoxville, je le partage. Maintenant c'est vrai que toujours pour en revenir à cette idée de cinéma et qu'est-ce que ça représente dans le cinéma, leur dernier barreau d'honneur, comme l'a dit Steph, ça aurait dû être Jackass 3D. Et pareil, moi je trouvais que c'était pas étonnant que Jackass porte la 3D à l'époque. On l'entendait tellement à cette époque-là que la 3D native, hein. Ouais, 3D native, que la 3D c'était de la fête foraine, de l'attraction, etc. T'as envie de dire, bah oui, mais c'est l'origine du cinéma, mec, quoi. Et que Jackass arrive en 3D et en plus fasse un carton, parce que je crois, sauf erreur, que c'est le film qui a le mieux marché aux États-Unis, aux États-Unis de la série. C'était presque, vraiment, on enfonçait le clou encore une fois, de ce que ce genre de choses représente dans l'histoire du cinéma en général, quoi. Et encore une fois, je sais même pas à quel niveau c'est conscient dans l'équipe. Non, alors je pense que le coup de la fête foraine, c'est conscient. Après, le coup de la fête foraine en tant qu'origine du cinéma, non, je pense pas. Mais par contre, dire la 3D, c'est forcément pour nous. Mais la 3D, c'est aussi... Les gens vont se déplacer pour voir, non pas le dernier Tim Burton en 3D, mais Jackass en 3D. Nos couilles en gros plan en 3D, surtout, se prendre le vomi dans la gueule, quoi. Là, ce film-là a fait bien mieux que les précédents en termes de... Non, mais il devrait le sortir en 4DX, en fait. Celui-là, parce que là, pour le coup, tu vois, tu te ramasses tous les crachats sur la gueule, tous les trucs, les odeurs de paix, tout, quoi. Mais le truc, si tu veux, c'est que non, moi, le problème, en fait, là, Julien a raison, c'est de leur faute. Si tu veux, si le truc est... Voilà. Mais je te rejoins aussi, Clémence, sur ça, parce qu'en fait, pour deux choses, c'est que pour faire plus fort, pour aller plus loin,
En fait, il faut que ce soit des gens, justement, en fait, qui réinscrivent la contre-culture, si tu veux, dans leur logique. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller chercher ce qui serait vraiment problématique aux yeux de ce qui se passe dans le monde, tu vois, dans la société, tu vois, et en fait, de foutre un gros coup de pied là-dedans, tu vois. Ce qui est, grosso merdo, même si je pense que c'était pas leur volonté automatique à l'époque, c'est ce qu'ils ont fait, en fait, d'une manière ou d'une autre, parce que, je veux dire, là, on parle de nous en tant que critique, enfin, Rafik a pointé ça du doigt, mais la critique de manière générale, là, aujourd'hui, ils sont plus ou moins installés, hein. Mais enfin, tu vois, c'est bon, ça y est, ça fait 20 ans, on sait que ça existe, c'est installé, ça ressemble au truc de YouTube, tout ça, etc., etc. Mais à l'époque, personne ne savait ce que c'était, et surtout, c'était super mal vu, quoi. C'était subversif. Aujourd'hui, c'est plus subversif. Je sais même pas si c'était subversif, mais en tout cas, c'est super mal vu, tu vois. Et du coup, en fait, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça aujourd'hui, et je pense que ça peut venir que de la jeunesse. Or là, effectivement, tu te retrouves avec des gens qui ont 50 balais. Ils ont apparaît dans le film, donc, une de leurs idoles qui a sa propre émission, qui est Eric André, et qui représente une forme, pour moi, une forme d'humour post-Jackass, qui est celui... Alors, je sais que le terme est hyper péteux, hein, mais il a été employé par des critiques américains pour désigner Jackass, qui est celui de performance art. Vraiment d'art dynamique, enfin voilà, comme ces peintres qui dans les années 60 se jetaient par la fenêtre pour faire des instantanés. Oui, mais c'est la même logique en fait. Effectivement, mais Eric André, il amène ça au-delà de la cascade, parce que Johnny Knoxville, c'est un mec qui vient vraiment de ce milieu-là, effectivement du milieu de la gamelle, de la chute, du burlesque. Là où Eric André, c'est presque plus un télo quelque part comme type d'humour. Je resitue pour ceux qui connaissent pas, mais en fait, il fait des émissions télé, des plateaux télé a priori tout à fait normaux, sauf que ça part en vrille à tout bout de champ. Et c'est beaucoup plus dans l'absurde, lui. Hein, aussi. Totalement. Et vraiment, si tu captes pas ce que tu es en train de regarder, t'as peur, tu flippes. Hein, non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. C'est malaisant, c'est hyper malaisant, quoi. Voilà. Mais on est dans la pure performance, dans le pure performance art, et en fait, il apparaît là pour finalement un gag burlesque, quoi. Il se ramasse un coup dans le nez, quoi. En commandant un latte ou je sais pas quoi. Oui, alors, tu te dis, mais pourquoi en fait. Pourquoi l'avoir fait venir, pour ça. Alors que lui dit que qu'il est fan, quoi. Il est trop content d'être dans un Jackass. Mais c'est une bonne, c'est intéressant ce qu'il dit, hein, Rafik, parce que ça aussi, c'est une bonne preuve, en fait, une bonne démonstration de l'incapacité de ce film de savoir trouver les pépites là où elles se trouvent. C'est-à-dire que tu ramènes un mec comme ça, tu le mélanges avec Jackass et tout, mais il faut effectivement travailler sur ce que ce mec-là représente. Tu vois, par exemple, moi je trouve que Henri Condré, par exemple, il y a un truc, c'est qu'il a il y a des trucs autour de la pulsion destructrice dans ses talk shows et tout, et qui sont dans un ou deux où il tue l'invité. Ouais, et où tu te dis, voilà, exactement, et tu te dis, mais je vois un mec qui est en train de péter un câble, un fou ou quoi. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Et c'est vrai que mélanger avec le savoir-faire en fait des Jackass, il y aurait eu un peu. Effectivement, il a tout à fait raison, Rafik. Il y aurait eu un truc à jouer là. Qui fait grincer des dents, comme j'imagine le premier film faisait grincer des dents. Mais bien sûr. Et le fait qu'il passe complètement à côté de ça montre bien que les mecs sont figés dans une époque du passé et qu'ils essayent de reprendre les mêmes recettes inlassablement. Et il y a quand même deux petits trucs, hein, mine de rien, en fait. C'est-à-dire que le truc avec Jackass, c'est que la force, en fait, moi quand t'avais Viva la Bam tout seul, quand t'avais Wild Boys tout seul, c'était pas super intéressant, quoi, en fait. Mais Jackass, en fait, c'est toutes les personnes réunies qui ont chacun, en fait, leur précaré, en fait, dans leur inventivité, quoi. C'est l'équipe. Voilà. Et là, d'un seul coup, en fait, pourquoi il y a autant pourquoi il y a autant de coups dans les burnes et autant d'animaux, machin, c'est parce que finalement, c'est ceux qui représentent ça dans la série qui sont là, quoi. Le Pontus, il va plus du tout faire le con en fait en string, quoi. Bam Margera, il est plus là pour tabasser sur son pauvre père là, si tu veux, qui se lève à 5h du matin pour aller bosser, quoi, tu vois. Et ce qui est une grande source de gag, quoi. Mais du coup, en fait, t'as tout un tas de trucs comme ça qui fait que bah oui, c'est d'un seul coup tu fais un film d'1h30 et ça se répète, quoi. Et j'ai bouffé le deuxième truc que je voulais dire, donc c'est pas grave, hein, toi, tant pis, quoi. Si c'était la façon dont le filmage a évolué, c'est-à-dire qu'en gros, enfin c'était tourné en vidéo à l'époque, en fait, en DV, tout ça, etc. Ils avaient très peu c'était très limité en termes de qualité d'image et tout. Alors que là maintenant, en fait, comme ils tournent en numérique et tout, il y a en fait, on l'a vu notamment avec Jackass 3D, ils le refont un tout petit peu là. Il y a les replays en fait, si tu veux, sur lesquels ils peuvent vraiment jouer et moduler sur le ralenti, sur les choses comme ça. Donc ce qui fait que si t'es mort, en fait, parce que c'est des films qui sont faits pour la salle, hein, mine de rien, pas visuellement.
mais pour l'effet de rire, en fait, de rigoler avec une salle complète, quoi. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que bah là, en fait, quand t'as une répétition de ça, et si tu veux que ce soit aussi propre, en fait, t'as le temps de taper un fou rire, en fait, de revoir ce que tu comprends, ce qui n'était pas forcément dans les premiers. Et je dirais un troisième truc, en fait, pour finir, c'est que ce qui est intéressant avec Jackass aussi, c'est que tu confrontes les conneries que tu fais à des gens qui sont crédules, en fait, si tu veux. Et là, comme ça, encore une fois, ça s'est tourné en temps de Covid, bah, ils peuvent pas trop le faire, quoi. Et en fait, du coup, bah, on perd énormément aussi là-dessus, parce que ce qui était drôle, par exemple, dans le premier Jackass, c'est quand Ryan Dunn, en fait, si tu veux, il s'enfonçait une micro-machine dans le cul, qu'il allait faire une radio, et que les médecins, ils étaient en train de dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu, quoi? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Et lui, il fait, bah, je sais pas, tu vois, je me suis réveillé avec ça, tu vois. Et en fait, t'es mort de rire à cause du médecin qui est en train de se dire, mais c'est très très grave, il est en train de lui faire une leçon de vie et tout, quoi. Et ça, ils peuvent plus le faire parce qu'en fait, comme ils sont en temps de Covid, bah, tu peux pas aller voir les gens, tu peux pas aller les confronter en fait à leurs propres conneries, tu vois, à leur propre crédulité en l'occurrence, tu vois. Ouais, pas conneries, c'est vrai. La connerie des mecs, je veux dire, la connerie des Jackass, oui. Tu vois, et la crédulité des gens en face, tu vois. Et ce qui fait, bah, on perd énormément en fait de ça, quoi. Donc c'est aussi ça en fait qui rend le film triste, je trouve. Un film triste, voilà. Mais si on ne vous en a pas dégoûté, si vous voulez vous faire votre propre avis, bien Jackass Forever est disponible en VOD, en DVD et en Blu-ray depuis le 1er et le 6 avril. Et puis si vous voulez du rab, il y aura un Jackass 4,5 sur le même principe des Jackass 2,5 et 3,5. C'est un petit peu un espèce de making-of, un mélange de coulisses du tournage, de séquences inutilisées, de prises ratées et d'entretiens avec les acteurs et les membres de l'équipe. Ça devrait être diffusé sur Netflix d'ici 2024, puis sur Paramount+. On arrive à la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole. Alors vous avez vu Jackass Forever ou bien vous avez vu Les Secrets de Dumbledore dont on parlait avant-hier. Vous avez des choses à en dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Donc pour ça c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saltantpourlerépondeur@gmail.com et on le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait d'Inexorable de Fabrice Duvels et on l'avait reçu pour l'occasion. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite. Bonjour équipe de capture, alors je viens de voir Inexorable, c'était magnifique, d'une beauté formelle sans pareil, que ce soit au niveau de la mise en scène, la lumière, la façon d'utiliser le grain de l'image, le 16 mm, enfin voilà, franchement c'est une autre façon de faire un thriller home invasion parce que c'était dérangeant. C'était vraiment aussi dérangeant qu'aussi caustique par moment. Il y a vraiment des scènes qui m'ont fait marrer, mais tout de suite, on repassait à une tension palpable qui était vraiment énorme. Et ça fait du bien de voir des films comme ça. Paul Wood, ça fait un bail que je l'ai pas vu aussi bon et aussi en retenue. Mais Annie Doutet, elle est excellente dans ce film, alors que c'est pas une actrice que j'aime particulièrement, que j'aime voir dans un film. Enfin, voilà, Duvels, il réussit à accorder vraiment tout, que ce soit scénario, forme, lumière. Enfin, il arrive à faire quelque chose d'assez hybride dans le genre, et c'est vraiment très très bon, et on passe un excellent moment. Donc voilà, chapeau l'artiste. Voilà. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Rafik, Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Ah, j'ai essayé de faire un rôle, j'ai pas réussi. Merci Clémence. Et merci Alain à la technique. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager, qu'on planche sur de nouveaux formats de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com. Mot-clé Capture Mag, c'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Ça le temps pour un film. Salut!
Restez pas là,